14 mars, il s'est passé quelque chose d'historique. Il y a un procès que l'État a perdu pour violence face à des jeunes. On a Alexandre Peck qui défend, il défend son fils et plein d'autres amis, c'était 240, qui ont été violentés par la police. Ça se passe le 24 janvier 2021. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors tu es là en tant que papa de Simon, mais oui. pas uniquement. Tu oui. t'es beaucoup battu dans tous les sens du terme parce que ton fils, un jour, se retrouve là où il ne doit pas être, se fait nasser, on va appeler ça comme ça, et on embarque des tas de gens. Et là, la mauvaise histoire commence, c'est un peu ça. Hein. Oui, oui. Là où il ne doit pas être, je vais me permettre de te corriger. Parce qu'en réalité, donc, il y a une manifestation qui va être organisée, effectivement, le 21 janvier, à la gare centrale. Elle est en 2021. Tout à fait. Et elle est autorisée par le bourgmestre Close pour une durée limitée, donc de 45 minutes. Donc il est à un endroit qui est légalement autorisé pour les jeunes. Il m'a demandé avant la permission d'aller manifester, et moi je suis plutôt à ce que les jeunes, y compris mes enfants, aient un certain sens civique et expriment leurs opinions. Donc je suis il s'appelle Simon, il a 16 ans. Il a 16 ans, et donc j'accueille positivement, je le mets en garde parce que j'ai déjà été dans quelques manifestations contre les dangers que ça peut représenter, de ne pas se mêler à des situations de tension, à des choses comme ça, mais il va avec ses amis, je connais ses amis, il part, et jusque-là, tout se passe bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe là-bas? À un moment, ils sont tous nassés. Nassés, ça veut dire qu'on les encercle, et on prend tout le monde. Voilà. Donc une rafle, là, quelque part. Donc, ce qui va se passer, c'est que tu as 150 personnes dont un tiers sont des mineurs qui se retrouvent là. Donc, c'est une toute petite manifestation. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a une disproportion entre les forces de l'ordre et les manifestants, puisqu'il y a 450 policiers. Donc Simon est avec ses copains, et à ce moment-là, pourquoi ça tourne mal en fait? Alors, en fait, jusque-là, ça se passe très bien. Donc, on a vu dans les plaidoyers et on a vu au tribunal qu'il y a des images de la manifestation, il y a des témoignages, et clairement, et c'est repris dans les attendus du jugement, il se passe rien. La foule est très calme, il n'y a pas de débordement, il y a l'un ou l'autre excité, mais vraiment à la marge. Il n'y a aucun risque pour l'ordre public, si on peut dire. Donc jusque-là, ça se passe bien. Et quand l'ordre de dispersion est donné par l'organisateur, eh bien la foule... C'est les 45 minutes, c'est ça? Les 45 minutes, oui. L'ordre donné attend. Donc tout se passe vraiment comme ça a été convenu avec le bourgmestre. La dispersion n'est pas possible parce qu'entre-temps, les policiers se sont mis en cercle autour des 150 manifestants. Les policiers sont 450. Donc c'est 3 policiers pour un manifestant. C'est les chiffres c'est les chiffres qui sont dans les rapports de police, etc. Donc c'est tout ce que je te dis, c'est en gros... Donc il y a 3 policiers pour un manifestant. Oui, il y a 3 policiers, il y a aussi des chiens, il y a aussi des cavaliers, il y a aussi un hélicoptère, il y a aussi des autopompes. Donc tout ça pour les 150 manifestants. Donc clairement, on a un dispositif qui est prévu pour une insurrection. Et là, on a 150 personnes, essentiellement des mineurs, qui ne bougent pas. Et donc, ce que va faire la police, en dépit de la situation, puisque la situation n'impose pas d'intervention, puisque les gens veulent se disperser, mais ils ne savent pas se disperser puisqu'ils sont entourés par la police. Et donc, on va prendre pour prétexte le fait qu'ils ne se dispersent pas pour les arrêter tous. Donc c'est un piège. Ça ressemble un peu à un piège, oui. Voilà. Il y a même des gens qui avaient rien dans la manifestation qui ont été pris dedans. Oui, donc dans les attendus du jugement, on voit qu'en fait il y a 233 personnes qui ont été arrêtées, dont 83 en plus du nombre de manifestants. Donc c'est des gens qui sortent de la gare, ils ont pris leur train et ils tombent par hasard dans la manifestation, ils sortent du Quick, ils ont mangé un hamburger, et on se rend compte qu'il y a là une sorte de poursuite qui va s'organiser de la part de certains policiers zélés pour arrêter des tas de gens qui en fait n'ont rien à voir avec la manifestation elle-même. Ils sont embarqués, quoi, ils sont menottés. Alors, ce qui va se passer, et c'est ça qui va être contesté par le tribunal, c'est que tout le monde va être arrêté. Donc, il y a un caractère un peu systématique. Quoi que tu aies fait ou quoi que tu aies dit, tu es arrêté. On te met des menottes et on t'assied au sol pendant 2 heures. Donc, on est au mois de janvier. Hein, on est en janvier et on te met en chenille, comme ils appellent ça. Donc il y a plusieurs choses qui vont être contestées auprès du tribunal. C'est le fait qu'il y a ce confinement, c'est-à-dire le principe de la NAS, qui n'est pas autorisé par une série de directives européennes, parce que dans le cadre d'une manifestation autorisée, c'est empêcher les gens c'est les restreindre dans leur liberté de circulation. C'est interdit par la loi. Donc ce principe de NAS va être contesté. Le fait de mettre des menottes
alors qu'il n'y a pas de menace sur l'ordre public, c'est contesté par la loi. Le fait d'arrêter des jeunes mineurs dans des arrestations qu'on appelle administratives sans motif, c'est interdit par la loi. Donc c'est cet ensemble de choses qui va se produire autour de cette manifestation et qui sont en fait des façons illégales de faire régner l'ordre public, qui est en fait plutôt faire régner le désordre public, puisque jusque-là on avait une foule relativement pacifique. Ils sont tous embarqués du côté des casernes, hein, du côté des boulevards, c'est ça? Alors si tu veux, tous ces gens-là vont être transportés en car aux casernes d'Etterbeek. Oui. Ils vont être répartis dans les différentes cellules, des cellules trop petites, insalubres, pas éclairées, froides. Ils sont combien par cellule? Dans la cellule de mon fils, ils étaient 27. Et une cellule qui fait quoi, 16 mètres carrés? Écoute, je ne connais pas la surface, mais en tout cas, ils étaient les uns sur les autres, et on est en période Covid. Et donc il n'y a aucun respect des règles Covid. Il n'y a aucun respect des règles qui prévoient que les parents de mineurs soient avertis que leur fils a été arrêté. Là, tu ne sais toujours pas que ton fils a été arrêté. Moi, je ne sais pas que mon fils est arrêté. Je pense qu'il est à une manifestation. Il ne t'a pas prévenu? Il ne s'est pas prévenu, on lui a confisqué son GSM. Ah, carrément, ça vous en bien. Donc les parents ne sont pas prévenus, les gamins sont enfermés dans des conditions qui sont très particulières, et alors ce qui va se produire, et qui est vraiment le déclencheur de tout ce qu'on a organisé par la suite, c'est qu'il y a un peloton de 11 policiers. C'est des policiers qui sont très rapidement identifiés, puisqu'ils vont être dénoncés par leurs collègues, qui sont outrés du spectacle auquel ils vont assister. Ces policiers vont passer de cellule en cellule, de manière systématique. Ils vont prendre un jeune, plutôt un basané. Donc il y avait l'ami de mon fils, Pierre-Ly, qui est noir, c'est lui qu'on a pris, et on va le tabasser très violemment devant les autres. Il y a 10 policiers qui rentrent ou 11 policiers qui rentrent, il y en a 2 qui tabassent le jeune, et les autres sont habillés en Robocop pour empêcher toute forme d'aide ou de rébellion. Il y a un ami de mon fils qui se lève, qui dit vous ne pouvez pas faire ça, donc il se fait balayer, et lui également se fait tabasser et insulter. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ils vont basculer rapidement dans la terreur et dans l'horreur, en fait. Et donc, on est au début du Covid, on se rappelle. La boum arrivera quelques semaines après, tout à fait. Pour rappel. Donc, et alors, que se passe-t-il après? Il reste combien de temps dans ces cellules? Alors, il va rester en cellule relativement longtemps. Moi, je vais apprendre par le père d'un de ses amis qu'il y a cet enfermement qui est là. Je vais, moi, me rendre à la caserne d'Etterbeek pour récupérer mon fils. On est en dehors des heures autorisées, c'est-à-dire à 10 heures, il y avait couvre-feu à l'époque. Oui. Et on garde les jeunes intentionnellement au-delà de 10 heures pour mettre les parents en position de difficulté par rapport aux instructions, puisqu'on devait être à la maison à 10 heures. Je vais chercher mon fils. Jusque-là, je dirais, bon, ok, il ne se passe rien. Je le vois, il rentre dans la voiture, et je vois un visage que je n'ai jamais vu, d'un enfant qui est totalement traumatisé, qui ne dit plus un mot. Et à ce moment-là, je dis qu'est-ce qui s'est passé? Il tombe en pleurs, et je me lève, je sors de la voiture pour aller me rendre dans la caserne et protester, si tu veux. Et lui me dit on rentre à la maison tout de suite. Et donc on rentre, et pendant 24 heures, il ne dira pas un mot avant de me raconter ce qui s'est passé dans la caserne. Il s'appelle Simon, on se rappelle, il s'appelle toujours Simon d'ailleurs. Ouais. Dans ce contexte-là, tu essaies d'avoir des contacts, parce qu'on s'est parlé, tu essaies d'avoir un contact avec la police, comment ça se passe après alors si tu veux, il me raconte ce qui s'est passé. Moi je suis effrayé, parce que j'ai la vision d'une police qui est plutôt bienveillante, qui fait son boulot. Ils sont d'abord des gardiens de la paix. Voilà, et puis j'ai des contacts très positifs avec l'agent de quartier, etc. Donc moi j'ai pas une vision du tout négative a priori de la police, et je ne l'ai toujours pas. Par contre, il y a des policiers dont le comportement a été décrit par mon fils, et qui sont vraiment effrayants. On revient, donc ces policiers ont été dénoncés par leurs collègues, c'est ça? Oui, la CGSP, donc un syndicat de la police, et à travers certains de ses membres, a fait un communiqué au bourgmestre en expliquant son effroi du spectacle auquel ils avaient assisté de leurs collègues qui avaient tabassé les jeunes. Il y a un comité paix que vous avez sollicité ou pas? Bien sûr, on a suivi toutes les procédures. Moi, je découvre à ce moment-là ce que c'est la violence policière et les façons dont on peut y répondre, je dis par les voies légales. Donc on s'adresse d'abord au comité paix, et puis on va introduire une série de plaintes. Moi, je vais essayer de rassembler une série de plaignants pour organiser, si tu veux, la contre-offensive. Pourquoi? Parce que... Vous organisez sous forme d'ASBL, c'est ça? Alors, si tu veux, avant ça, ce qui va me choquer, c'est non seulement ce que mon fils me raconte, mais c'est, on est lundi, donc la manifestation c'était le week-end, on est lundi, je vois le bourgmestre de Bruxelles, Philippe Claus, qui explique qu'en fait,
Ces jeunes n'avaient pas leur place en ville. Tout s'est passé normalement du point de vue de la police. Enfin, circuler, il n'y a rien à voir. Et là, je suis outré qu'un politique puisse couvrir des agissements policiers qui soient aussi violents et manifestement aussi racistes, qu'il les couvre et que les médias s'emparent de sa version sans qu'il n'y ait de contradiction. À ce moment-là, effectivement, je vais me mobiliser autour de moi une série de personnes pour réagir et pour donner la vraie version des faits, une vraie version qui va être confirmée le 14 mars par le tribunal. Ouais, ça vient de s'être tombé, donc le verdict c'est quoi? Mais le verdict, c'est que l'État belge, le bourgmestre Claus et la zone de police vont être condamnés pour des pratiques qui sont hors la loi, pour en réalité non-respect de l'état de droit et non-respect des droits des citoyens. Donc ils vont être condamnés pour la question des menottes, ils vont être condamnés pour la question du confinement et ils vont être condamnés pour la question de l'arrestation de jeunes mineurs sans aucune raison. Il y a un autre jugement pénal pour les actes de violence constatés. Et voilà, donc tout le jugement qui s'est produit ici, c'est au civil, ça concerne les autorités, depuis les autorités fédérales jusqu'à la zone de police. Donc ces gens sont condamnés, clairement. Il y a un deuxième volet, c'est tout ce qui va se passer dans la caserne. Là, ce n'est pas les autorités qui sont directement responsables, c'est des individus clairement identifiés par leurs collègues, qui vont se comporter comme des sauvages, qui n'ont vraisemblablement pas leur place dans la police, qui sont sans doute encore dans la police 4 ans plus tard, donc on ne sait pas ce qu'ils ont commis depuis 4 ans au niveau de la population. Et donc nous, on s'est organisé là aussi pour faire, et c'est un deuxième volet, un procès pénal pour poursuivre ces agents et demander qu'ils soient condamnés également. Il y a combien de familles dans cette association? Alors vous êtes combien? Alors dans l'association, c'est plusieurs dizaines de familles qui se sont retrouvées surtout après les violences du 21 janvier 2021, 24 janvier 2021. Donc c'est surtout des gens comme ça. Mais c'est vrai que par la suite, on a été contacté par de nombreuses personnes parce que derrière le procès que nous menons, et on ne le fait pas tellement pour des raisons personnelles, mais parce qu'on trouve que dans le pays, il y a un dysfonctionnement au niveau de la police. Ça doit s'arrêter. Oui, on pense que la police doit aussi respecter les règles de droit. Les bourgmestres aussi doivent respecter l'état de droit. Donc ça, c'est l'enjeu en fait principal de ces procès. Eh bien, il y a beaucoup de gens qui nous viennent, qui normalement n'apparaissent ni dans les médias, ni dans les cours de justice, parce qu'ils n'en ont pas les moyens financiers, parce qu'ils n'en ont pas les moyens en termes de code et de langage. Aussi, que dis-tu? D'énergie, ça demande une énergie. Ça demande une énergie considérable, ça demande une disponibilité de temps assez considérable. Il y a, si tu veux, derrière ce qui apparaît maintenant comme étant un procès public, avec ce que la RTBF a appelé une condamnation historique, et je crois que c'est le cas, parce que ça redéfinit quand même un peu le cadre dans lequel les pouvoirs publics et la police peuvent fonctionner, donc on ne peut pas faire n'importe quoi. En dehors de ce procès-ci, c'est l'arbre qui cache la forêt. Il y a des milliers de cas qui n'apparaissent pas dans les médias, de gens qui sont isolés là ou là. Voilà. D'autant plus que la police va cibler plutôt des populations qui sont plutôt fragilisées, des gens qui n'ont éventuellement pas de papier, des gens qui n'ont pas les moyens d'accéder aux médias et aux cours de justice. Donc ça, si tu veux, c'est une des raisons pour lesquelles on est très déterminé sur le combat. Tu es une famille tout à fait respectable, je ne sais pas où tu habites. Moi, je suis un bourge d'Uccle. Voilà, je préférais que tu le dises toi-même, parce qu'à Uccle, d'abord Uccle, on a une cela, mais ça veut dire que c'est une bonne famille, c'est une bonne éducation, c'est pas de violence, quoi. C'est ça que je veux dire. Simon, on va parler de Simon aussi un petit peu. Hein, donc, oui, non, on n'est pas du tout dans la violence. Voilà. Non, la violence, elle est d'un côté, elle est du côté de la police, elle n'a pas été du tout du côté des manifestants. Il y a eu aucun, il y a rien qui a été filmé, il n'y a aucun témoignage qui indiquerait qu'il y ait la moindre trace de violence. Il y a eu une prise de parole de quelqu'un un peu excité qui a dit il faut casser la police. Bon, ok, on ne peut pas empêcher dans une manifestation qu'instamment tu as un excité qui prenne le crachoir, mais sur la violence elle-même, non, rien, elle est clairement d'un côté. D'accord. Comment va Simon? Tu as raconté l'histoire quand tu vas le chercher. Le jour où le procès est déclenché, tu le vois le soir, qu'est-ce qui se passe? Bien écoute, c'est une histoire qu'il veut enfouir, et donc il veut tourner la page, et donc, il n'en parle pas. Et donc il n'en parle pas, non. Donc tu le laisses venir, il n'en parle pas. Il n'en parle pas spontanément. Il souffre encore de traumatisme Oui. Je pense que ça semble étonnant de dire ça, mais je me rends compte que 4 ans plus tard, il a 20 ans, et j'en parle avec certains de ses amis, c'est marqué au fer rouge, ce genre d'événement. Il est suivi par exemple?
Il n'a pas été suivi, mais on en a parlé très souvent après. Marqué au fer rouge, ça veut dire que la police, c'est l'État en fait qui s'exprime. Et donc c'est une défiance très profonde à l'égard des institutions. C'est pas simplement un incident qui s'est produit dans une vie comme ça. Non, c'est les institutions m'ont agressé. Les gens qui sont là pour me protéger sont devenus une menace et presque ressentis comme une menace existentielle. Donc c'est quelque chose d'assez grave qui s'est produit. Ça a concerné 240 jeunes qui ont quitté ces casernes avec un effroi et une distance énorme par rapport aux institutions de ce pays, par rapport au monde politique, par rapport à la justice. Et heureusement que la justice aujourd'hui, elle a fait preuve d'indépendance et elle a frappé lourdement le non-respect de la loi. Et ça réconcilie un petit peu les jeunes avec ce pays, mais sans quoi ça crée un fossé profond entre notre jeunesse, et qu'elle soit des beaux quartiers ou pas, la jeunesse, et les institutions. Moi, je sais qu'il y a eu des contacts entre la police et les jeunes, je me trompe. Vous avez tenté de faire ça, je me souviens. Je veux dire qu'à un moment que la police puisse venir auprès des jeunes, et on peut réunir un jour ces 240 jeunes et faire un contact avec la police pour essayer de trouver un compromis ou en discuter. Ça, c'est un monde idéal. Non, moi ce que j'ai organisé, c'était la période Covid, c'était un colloque virtuel. Donc il y avait des représentants du monde politique, de la magistrature, il y avait des représentants, il y avait des parents des jeunes, etc. On était dans un écran, c'est moi qui animais le colloque lui-même, et j'avais invité un représentant de la police qui a très bien expliqué son point de vue, et c'était vraiment intéressant. Donc on est plutôt dans une logique de parlons-nous, trouvons des solutions ensemble, que soyons dans l'opposition, tous les flics sont des salauds, etc. C'est pas du tout la mentalité dans laquelle on est. Qu'est-ce que l'esprit qui anime les 11 fauteurs de troubles? Je rappelle qu'il y a des policiers qui font magnifiquement le boulot, et merci pour eux. Donc les fauteurs de troubles, qu'est-ce que tu attends que la justice fasse pour des gens comme ça? Alors, si tu veux, je vais répéter ce que tu viens de dire. On n'est pas du tout, enfin en tout cas moi personnellement, je ne suis pas du tout dans une démarche anti-police. Non, mais même une démarche elle peut être collaborative, elle peut être tout à fait. Dans le pardon, on peut rêver aussi un peu. Mais je ne parle pas jamais de la police, je dis des policiers violents et racistes. Donc pour moi, c'est singulier comme problème. C'est pas un problème d'un corps de fonctionnaires. Les corps de fonctionnaires, pour l'essentiel, c'est des gens qui font leur boulot et dans des conditions difficiles, avec des rémunérations qui sont ce qu'elles sont, avec des horaires incroyables, etc. Donc moi, je ne suis pas occupé à cracher sur la police comme certains le font. Et c'est leur responsabilité, et c'est leur droit. Moi, je ne le fais pas. C'est pas mon point de vue. J'ai rencontré beaucoup de policiers, j'ai discuté avec beaucoup de policiers, mais il y a 11 policiers, et probablement qu'il y a plus que 11 policiers au sein de ce corps de fonctionnaires, qui sont des gens, qui sont des sauvages, qui sont des racistes invétérés, qui sont violents et gratuitement violents, et je trouve que leur place n'est pas dans la police. Donc on ne sait pas ce qui va se passer au niveau du volet pénal, mais pour moi, l'expulsion de ces policiers, c'est une mesure de salubrité publique. Et je trouve que ça doit servir d'exemple pour l'ensemble des policiers qui seraient tentés par la carrière de policier pour se défouler. D'accord. Le pénal devrait se dérouler quand? On a déjà plus ou moins. Là, tu sais, en matière de justice, les délais, c'est quelque chose de... Ici, on a attendu 4 ans pour avoir un jugement sur le volet civil. Mon avocate me dit non, c'est très bien. Ah bon, ok. Donc le délai long, je ne sais pas ce que c'est. Donc pour la suite, je ne sais pas te dire. Donc voilà. Est-ce qu'il y a eu des réactions de la sortie du prononcé du jugement? Il y a des choses qui ont bougé? Le jugement, c'est important. Ça veut dire que les pratiques... Il y a encore une position d'aller en appel. Donc on sait comment, j'imagine que là, ils vont utiliser toutes les armes judiciaires pour se défendre. Oui, parce que les autorités peuvent puiser dans une poche très profonde qui s'appelle les deniers publics, c'est-à-dire nos impôts, pour se défendre jusqu'au bout. Donc il y aura vraisemblablement un appel. On voit que la brochette d'avocats qui défendaient les pouvoirs publics, c'est plutôt des gens avec une réputation, avec du métier. Donc on va prendre des très bons avocats et on va utiliser toutes les voies d'appel possibles. Donc ça, c'est le jeu. Je le regrette, parce que je trouve que 4 ans, c'était déjà suffisamment long pour préparer un bon argumentaire. Ces gens ont été mis en défaut. La condamnation est assez claire, très très argumentée, et donc l'appel, c'est juste prolonger la souffrance des victimes. Moi, je parlais de ça, parce que Simon, comment il vit ça maintenant? Il n'en parle pas, tu l'as dit. Ses copains lui en parlent, c'est évoqué, donc ça fait partie. Très peu. C'est des choses sur lesquelles les jeunes, je le vois bien, veulent vraiment tourner la page. Mais il a changé avant, après, c'est plus le même fils que tu as, c'est ça que je veux poser comme question? Non, on ne va pas exagérer jusque-là, on va pas aller jusque-là. Son rapport aux institutions, il y a un avant et un après. Il y a une défiance, il y a une méfiance, etc. Certains de ses amis qui étaient dans cette situation-là font des études de droit. Je trouve que c'est pas par hasard. Donc oui, il y a un rapport aux institutions qui est celui que je t'ai décrit, mais en même temps, la vie continue, ils ont grandi, ils font des études et ils avancent, quoi.
Est-ce que tu as besoin d'aide? Je veux dire, il y a souvent des levées de Non. fonds parce qu'il faut payer les avocats ou bien vous... J'ai fait des appels de fonds parce qu'il y a dans les plaignants beaucoup de gens qui n'ont pas les moyens de se Mhm. payer la justice. La justice est assez chère, hein. Ouvrir un dossier c'est cher, payer un avocat c'est cher, tenir le coup pendant 4 ans c'est long et c'est cher. Oui, Ben, si tu veux faire un appel, c'est la petite caméra qui est là. Si tu veux dire à un moment où est-ce que les gens peuvent donner 10 euros, 20 euros, ils donnent ce qu'ils veulent. Alors on a créé une ASBL, ça s'appelle ISOS. Oui. ISOS qui veut dire en fait en grec égalité, c'est-à-dire Mhm. égalité de traitement, quelle que soit la couleur de peau, Bien quelle que sûr. soit l'origine sociale, etc. Tout le monde est traité de la même manière par la police. Et donc Et puis la liberté ISOS, d'expression aussi. que dis-tu? La liberté La liberté d'expression. d'expression pour tous. Donc l'idée c'est que ISOS, avec les moyens qui lui seront attribués, interviendra pour soutenir les plaignants dans leur démarche financière. Ça marquera l'histoire, tu crois, dans le rapport justice-population? Ah, moi je pense qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Oui. Pour moi, si tu veux, l'enjeu derrière tout ça, pour revenir sur le fond du fond, Bien sûr. et ça c'est une réflexion plus personnelle, c'est que je me rends compte qu'autour de nous, dans un certain nombre de pays, y compris très démocratiques, la séparation des pouvoirs devient quelque chose de plus en plus compliqué. On le voit aux États-Unis avec Trump qui met à bas les juges. Bon, On le voit en France, on le c'est voit en que ça France, aussi. Hein. on le voit en Turquie avec Erdogan qui vient d'arrêter le maire d'Istanbul avec la complicité de certains juges, etc. Donc on se rend compte qu'il y a une série de pays où les juges sont de plus en plus aux ordres de l'exécutif. Ici, je trouve que ce qui est exemplaire, c'est que la justice a dit on est indépendant et on peut prononcer des jugements qui sont à l'encontre des autorités publiques. Et je trouve que c'est le véritable enjeu de ce procès, c'est d'avoir une justice indépendante et une séparation des pouvoirs. Parce que c'est la garantie d'avoir des droits démocratiques, de circuler, de s'exprimer, etc. Donc pour moi, si tu veux, c'est pas juste un procès de plus, c'est pas anecdotique, c'est l'affirmation par la justice, et elle l'a fait, de son indépendance, et je trouve que c'est essentiel dans notre Voilà, démocratie. merci Alexandre. Merci pour le match que tu fais, pour ton fils évidemment, mais pour tous ceux qui suivront. Hein. Donc, il y en a, hélas, encore. Et je rappelle aussi qu'il y a des policiers qui font très très bien leur boulot. On ne peut pas généraliser, stigmatiser tout le monde. Un dernier mot peut-être? Non, je trouve que ta conclusion est très très juste.